Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo à ce jour, nouveau journal du Mercato nantais. Alors jusqu'ici on a beaucoup parlé des départs, parce que qui dit renouvellement d'effectifs dit première vague de départ avec les fins de contrat. Beaucoup de joueurs n'ont pas été prolongés au FC Nantes. Tous les retours de prêt comme Meshak Elias, Sorba Thomas, des joueurs aussi un peu plus historiques comme Nicolas Palois ou Marcus Coco, ou même encore des joueurs qui ne jouaient plus du tout comme Florent Mollet, ont assez logiquement quitté le navire nantais au 30 juin avec leur fin de contrat. Nicolas Palois a rejoint le Stade de Reims en Ligue 2 pour ne parler que de lui. Et puis une autre vague de départ assez importante a eu lieu, et ça a été l'objet plutôt du second épisode, avec des vrais transferts, des départs comme celui de Moses Simon au Paris FC pour 7 millions d'euros, celui de Douglas Augusto qui n'est plus qu'une question de visa et qui devrait être officialisé dans les prochaines heures à Krasnodar en Russie pour 6,5 millions d'euros, le départ de Chirivella qui a déjà joué son premier match amical avec le Panathinaikos en Grèce. Nantes en a tiré 2 millions d'euros. Bref, voilà, une première vague de départ a eu lieu. On commence à avoir une vision de ce que souhaite Luis Castro, avec notamment sa première conférence de presse qui a été, je trouve, très intéressante. On a beaucoup parlé de jeu, c'était vraiment le maître mot, autant dans la bouche de Franck Kita que dans celle de Luis Castro. L'ambition de jeu, l'ambition d'avoir une identité, c'est ce que je réclame au FC Nantes depuis longtemps. Je réclamais également un renouvellement d'effectifs. Alors, ce que j'ai beaucoup reproché à Nantes, au-delà de pas réussir les transferts entrants, c'est de ne pas réussir à vendre aussi. Je trouve que Nantes, ces dernières années, peine à se débarrasser de beaucoup de joueurs. Et c'est pour ça que je vais les attendre là dans les semaines à venir. C'est-à-dire que je pense que la première vague de départ qui a eu lieu, c'était la plus simple. C'est assez facile de vendre des joueurs qui performent comme Moses Simon, comme Douglas Augusto. Alors, Chirivella, c'était moins le cas. Nantes a réussi à le vendre, donc a déjà fait un premier pas. Mais là où je vais les attendre, ça va être sur réussir à se débarrasser de poids comme Alban Lafont, Mostafa Mohamed. Alors quand je parle de poids, c'est autant des poids sportifs que des poids dans le vestiaire, parce que des joueurs comme ça fait jamais du bien, surtout avec les derniers échos qu'on a pu avoir la saison dernière. Alors Alban Lafont, c'est encore plus sportif parce que globalement son comportement s'est amélioré, notamment l'année dernière, ça s'est mieux passé, et dans les matchs il joue avec la réserve. Mais un joueur comme Mostafa Mohamed, bon, son sérieux professionnel n'aide pas vraiment à sa réussite sportive, et Nantes va devoir réussir à le vendre. Et c'est dans les semaines à venir que j'attends de voir comment Nantes va réussir à se débarrasser de ces joueurs-là, avec ces salaires-là, avec les performances sportives qu'ils ont. Mais c'est important que des joueurs comme Castelletto, comme Lafont et Mostafa Mohamed quittent le navire si tu veux vraiment aller au bout de cette idée de renouvellement d'effectifs. Donc voilà pour les départs. Une actualité est sortie concernant les départs depuis le dernier épisode qui doit dater d'une dizaine de jours maintenant, déjà peut-être un petit peu moins. Mathis Ablin fait l'objet de bon nombre de convoitises, au même titre que Nathan Zézé, mais pour Mathis Ablin ça devient de plus en plus concret. Une offre serait arrivée sur le bureau nantais aux alentours de 20 millions d'euros en provenance de Sunderland selon les informations de Ouest France. 20 millions d'euros pour Mathis Ablin qui, globalement depuis le mois de mars, n'est pas en très grande forme, on va pas se mentir. Alors il y a eu ce match face à Montpellier lors de l'ultime journée qui a été positif, mais on le sent, on se sentait un peu épuisé de sa saison, où il a évidemment aussi beaucoup porté le FC Nantes. Il a notamment fait un hiver vraiment réussi, de novembre à février, il était vraiment au top du top. Mais c'est vrai que sur la fin de saison, on sentait qu'il commençait peut-être à fatiguer, à en avoir marre aussi certainement du jeu d'Antoine Comboré, comme bon nombre de joueurs. On était arrivé à un tel non-jeu, à une telle résignation collective que je peux comprendre effectivement qu'il ait moins bien terminé l'année. Moi, je trouve que malgré tout, 20 millions d'euros pour Mathis Ablin, ça s'entend. Néanmoins, rappelez-vous, Nantes, l'année dernière, a acheté le joueur pour 10 millions d'euros. Alors, c'était une histoire particulière parce que Rennes avait déjà payé Nantes 2 millions pour empêcher l'option d'achat d'être levée, etc. Bref, il y avait une question de clause. Mais Nantes a fait un gros investissement sur le joueur l'année dernière. Ça a même fragilisé certainement l'économie nantaise, surtout dans une période d'incertitude autour des droits télé. Donc Nantes en espère entre 25 et 30. Bon, Sunderland a mis 20. Ils en ont mis déjà 37 pour le Strasbourgeois Big Diarra. Je pense qu'ils peuvent monter encore, et on se rapproche vraiment d'une somme qui pourrait convaincre le FC Nantes de laisser partir Mathis Ablin, qui est certainement le seul joueur bankable que Nantes souhaitait garder initialement. C'est-à-dire que Nathan Zézé est plus à vendre qu'un joueur comme Mathis Ablin. Néanmoins, il y a des offres qui ne se refusent pas, surtout avec le contexte actuel. Donc peut-être que Nantes parviendrait à faire une très grosse vente pour Mathis Ablin très tôt. Bon,
C'est sûr que 25 millions pour Matisse Sabline, je ne pourrais même pas en vouloir à nos dirigeants de réaliser cette vente parce que c'est une somme d'argent non négligeable qui peut te permettre de vraiment déjà investir de l'argent sur certains joueurs pour pouvoir reconstruire avec Luis Castro, et j'en reviendrai par la suite parce que les premières recrues là qui arrivent, je ne suis vraiment pas emballé pour le moment par ce qui se passe. Alors évidemment on laissera toujours l'incertitude de doute parce que c'est des joueurs qui sont validés par Luis Castro. Mais bon, donc voilà, pour revenir à Matisse Sabline, on pourrait du coup avoir une première grosse vente pour l'attaquant nantais qui a seulement 21 ans, inscrit 9 buts cette saison en Ligue 1 et qui attise de nombreuses convoitises. Et on se rend compte d'ailleurs que le marché français ne peut pas être à la hauteur, c'est-à-dire qu'on parlait d'intérêt de Lille, de Marseille, tous ces clubs-là en fait ils se rendent compte qu'ils pourront jamais rivaliser parce que ce que Nantes attend depuis le début sur un joueur comme Ablin ou comme sur un joueur comme Nathan Zézé, c'est le marché anglais, c'est la première ligue. Et là maintenant qu'ils commencent à toquer à la porte des dirigeants nantais, je pense qu'on se rapproche vraiment d'un départ de Matisse Sabline. On verra si ça se fait. Moi de base j'aurais plutôt favorisé un départ de Nathan Zézé pour une somme assez similaire. Nathan Zézé évalué à quasiment 20 millions d'euros aujourd'hui, donc Nantes aurait pu renflouer les caisses sans avoir besoin forcément de vendre Matisse Sabline. Bon, à voir ce que ça va donner, mais bon, avec une somme d'argent comme ça non négligeable, j'espère que ce sera réinvesti en petite partie évidemment, parce que je me doute que Nantes ne mettra pas 25 millions sur le marché des transferts, mais sur quelques joueurs à 3 ou 4 millions d'euros, parce que ça peut te permettre d'aller chercher dans ce contexte actuel des vrais cadres sur lesquels tu peux construire et des vraies bases sur lesquelles tu peux construire avec de la jeunesse, avec la formation, avec plein de jeunes qu'on a déjà. Donc voilà, affaire à suivre. Mais le renouvellement d'effectifs, je l'entendais pas forcément avec la vente de joueurs comme Ablin ou comme Zézé. Je l'entendais plus avec la vente de joueurs comme Mohamed, Lafont et Castelletto. Mais on a forcément du mal à les vendre et ça va être un des gros enjeux du mercato nantais. Donc affaire à suivre. Je vais autant surveiller les ventes que les arrivées parce que pour moi c'est tout aussi important, surtout quand on parle d'une vraie reconstruction. Donc voilà, affaire à suivre. Sur mon dernier épisode du journal du mercato nantais, avec ma chance habituelle, quand j'ai publié la vidéo, j'avais à peine cliqué sur le bouton publier que Ouest France sortait un papier concernant une première recrue qui devrait arriver à la Genelière, donc forcément c'était pas dans le dernier épisode. Uros Radakovic, défenseur serbe de 31 ans qui nous vient de Sivasspor, le club de Samuel Mutusami en Turquie, qui vient d'être relégué en 2e division turque. Bon, je vais pas mentir, je n'ai vu quasiment aucun match de ce joueur-là, je n'ai vu que des extraits, donc je pourrais pas vraiment parler de façon très fiable. Donc n'écoutez que d'une oreille mon avis, parce qu'en soi, ça ne me regarde que moi, et je n'ai vu que très peu de matchs de ce joueur-là. Donc 31 ans, donc on est plutôt sur un remplaçant de Nicolas Palois, bien que ce joueur-là soit droitier. Luis Castro en a parlé comme étant un joueur à l'aise avec le ballon, très fort dans les duels défensifs, ça se confirme par la data. C'est sûr que son gros problème, ça a été les cartons rouges. L'année prochaine, c'est le joueur en Turquie qui en a concédé le plus, 4, il me semble, 4 ou 5. Donc c'est quand même énorme hein, sur une saison, il faut quand même se rendre compte, hein, ça lui a fait manquer pas mal de matchs, et ça lui a plombé pas mal de matchs, notamment d'un point de vue statistique. Quand on enlève par contre ces 4 ou 5 matchs là où il a pris un carton rouge et qu'on regarde sur tous les autres matchs, son bilan data est assez exceptionnel. On est sur un défenseur qui effectivement gagne énormément ses duels, autant aérien, il fait 1m94 que duel au sol, il réalise pas mal d'interceptions, et au niveau des relances, ouais, c'est quand même plutôt intéressant. Il a également de très bonnes statistiques, surtout dans une équipe du bas de tableau. Ça c'est assez indéniable, il fait partie des meilleurs joueurs de Sivasspor. Donc c'est pas pour rien qu'il était titulaire, et je pense que c'est sur cette saison-là que Nantes est allé le chercher. Néanmoins, son équipe est descendue. Quand on regarde les cartons rouges qu'il a pris, c'est souvent aussi des problèmes de vitesse. Luis Castro aime bien jouer avec des joueurs qui, voilà, le piège du hors-jeu, laisser un peu d'espace dans le dos avec un alignement quasi parfait. Bref, ça va pas être un bloc bas comme avec Antoine Comboiré où Nantes va jouer dans sa surface, où là un Radakovic serait certainement très à l'aise. Mais bon, je laisse le bénéfice du doute, d'autant que Luis Castro à Dunkerque qui jouait avec deux vieux briscards pareils, hein, Sangante et Vincent Sasso, qui sont pas les deux joueurs les plus rapides non plus de Ligue 2, et pourtant ça l'a très bien fait. Donc je pense que c'était vraiment sur cette idée-là que Luis Castro souhaitait un défenseur expérimenté. Il l'a eu avec Uros Radakovic. Je suis mitigé, si je devais donner à première vue une note sur ce recrutement, je mettrais pas plus que 5 sur 10 parce que, alors déjà, je ne connais pas le joueur, donc cette note a que très peu d'importance, mais c'est sûr que
tu t'attendais peut-être à mieux, quoi, parce que c'est vrai qu'un joueur qui est relégué en Ligue 2, turque, qui a concédé beaucoup de cartons rouges, quand tu vois qu'il s'est beaucoup laissé dépasser par la vitesse des attaquants de Super League, quand on connaît la vitesse des ailiers en Ligue 1 et des attaquants en Ligue 1, ouais, moi j'ai peur qu'il soit dépassé assez facilement, donc surtout qu'il y a une adaptation, c'est un joueur qui a beaucoup valdagué, il est passé par la Russie, il est passé par Bologne, ça l'a pas fait, bref, c'est un vrai globetrotter, je me suis beaucoup renseigné sur son cas, et ouais, non, il a jamais vraiment réussi à s'imposer dans un club, à part en Turquie où ça l'a fait légèrement avec Sivasspor et avant avec Alanyaspor si je me souviens bien. Non, avec Ankara Gucci avant Sivasspor, enfin bon, bref. Il a connu beaucoup de clubs, il n'est jamais resté très longtemps, là ça faisait 2 ans qu'il était à Sivasspor, il arrive en fin de contrat libre au FC Nantes. Affaire à suivre, est-ce que ça va être notre vraie base solide, un vrai leader, ou plutôt un joueur qui va apporter de l'expérience plus son coulisse dans le vestiaire, sera-t-il titulaire la saison prochaine? Je le crains, on verra ce que ça va donner en Ligue 1. Je lui laisse évidemment le bénéfice du doute et aussi au crédit du fait que ça a été une piste complètement validée par Luis Castro. Donc voilà, première véritable recrue nantaise avec du coup Uros Radakovic. Alexis Murbach, le 3e gardien, et lui également signé en provenance du FC Metz, de la réserve du FC Metz. Voilà pour les recrues. Et puis, une rumeur est arrivée courante semaine dernière concernant un milieu offensif. Donc ça a été annoncé par Sky Sport en Allemagne. Milieu offensif qui joue à Mayence en Bundesliga. Je vais galérer à prononcer son nom et je m'excuse d'avance. Yoon Seok Hong, milieu offensif de 26 ou 27 ans, 26 ans il me semble, gaucher, 1m77, qui a plutôt brillé en Belgique avec la Gantoise où il est monté en puissance. C'est pas un milieu offensif qui a beaucoup de stats, mais c'est un joueur qui, dans le jeu, a beaucoup apporté à la Gantoise en Belgique, à tel point que Mayence a dépensé plus de 4 millions d'euros l'été dernier pour le recruter. Problème avec Mayence. Problème, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais Mayence a fait une saison XXL à tel point qu'ils sont qualifiés pour les barrages de Conference League et que à ce poste-là, il y a eu Paul Nebel qui est un des cracks allemands que tout le monde suit, et il y a eu un japonais ou un coréen, je ne sais plus, un japonais il me semble, de Jae-Sung Lee, c'est un milieu offensif qui pareil a complètement brillé, ce qui fait qu'il s'est retrouvé barré par la concurrence à Mayence, donc de 2 joueurs milieu offensifs qui jouaient à son poste, donc il a très peu joué. Nantes espère saisir l'opportunité. Selon Sky Sport, Nantes aurait fait une offre ferme pour un transfert. Ouest France contredit cette information et parle d'un prêt sec. Alors, si on est sur un prêt sec, donc c'est-à-dire que tu as aucune possibilité de conserver le joueur dans 1 an, donc c'est-à-dire que ce problème de milieu offensif, en quelque sorte, tu le déportes à dans 1 an, c'est-à-dire que tu n'as jamais aucune solution fiable dans le temps. Donc si le joueur fait une très bonne saison avec toi, imaginons il claque 10 buts, 10 passes décisives, eh ben t'es comme un con parce qu'il retourne à Mayence et tu peux rien faire. Donc bon, les ambitions à ce niveau-là, je suis quand même assez mitigé. Je sais que Nantes n'a pas d'argent à dépenser sur le marché, mais je suis mitigé. Alors autant sur le profil, je trouve ça intéressant, autant je me dis aussi que Nantes souhaite prolonger Tabibou et que malgré tout, à voir ce que Luis Castro ferait de Tabibou, mais dans une idée un peu, si on se projette sur le Dunkerque de l'année dernière, ça ressemble beaucoup au rôle qu'avait un Nathan Skeita. Donc Nantes a déjà Louis Leroux et Tabibou qui peuvent jouer dans ce rôle-là. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller chercher un joueur sur un prêt sec? Pourquoi pas, en soi, ça peut densifier l'effectif. Je suis assez mitigé à voir si ce sera peut-être un transfert, hein. Je m'avance peut-être sur les infos de Ouest France. Mais donc voilà, dans le profil du joueur, c'est vrai que je l'ai trouvé très intéressant à la Gantoise. Je me souviens de lui, je me souviens de son but face à Ostende d'un moment où il avait fait le tour de l'Europe. Le tour d'Europe, c'était un ciseau retourné magnifique. Donc bon, voilà, ça reste un très bon joueur de foot, honnêtement. Et puis en soi, c'est pas une mauvaise idée. La question, c'est plus sur les modalités. Est-ce que ce sera un prêt? Est-ce que ce sera un transfert? Bon, affaire à suivre, on verra ça. Et puis une recrue qui, elle, devrait être officialisée lundi prochain. Donc une vraie recrue exotique. Nantes a fait appel à ses meilleurs scouts pour aller chercher ce joueur-là. Ce joueur-là, excusez-moi. Nantes a eu la très bonne idée d'aller chercher Nicolas Kozza. Alors, vous le connaissez certainement pas parce qu'il évolue en Roumanie. Personne ne le connaît. Nantes s'est vraiment creusé la tête pour aller chercher un nouveau latéral gauche. Pas du tout. 3e prêt consécutif pour Nicolas Kozza. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs dans l'histoire du football. Qu'est-ce que c'est que ça, franchement? Pourquoi est-ce qu'on va chercher Nicolas Kozza? Qu'on me l'explique. Alors ça fait 1 an que dans mes débriefs, je suis assez sévère avec Nicolas Kozza, je vous l'accorde. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui aiment bien Nicolas Kozza, notamment lié à sa hargne, son envie, etc.
je ne vous l'enlèverai jamais. C'est un joueur qui a envie, qui aime le club. D'ailleurs, selon l'équipe qui nous a appris que Nicolas Kozza allait de nouveau être prêté à Nantes, des clubs anglais et grecs étaient sur le coup, mais Nicolas Kozza a insisté pour revenir à Nantes parce qu'il se plaît à Nantes et je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, est-ce que ça nous dispense de parler de football, tout ça? État d'esprit, super. Il a envie de jouer à Nantes, super. C'est un mec qui connaît le club, super. Ok. Mais est-ce que ça nous dispense de parler de foot? Je ne pense pas. Nicolas Kozza dans une défense à 4, ça a été catastrophique. Dès qu'il y a un ailier qui arrive un minimum lancé, il se fait passer. C'est le typique joueur moyen, quoi. C'est-à-dire, on lui donne du crédit parce qu'il a de l'envie. Mais tout le monde sur le terrain est censé mettre de l'envie. C'est censé être un préacquis. Alors à Nantes, c'était peut-être pas le cas l'année dernière, je vous l'accorde. Mais voilà, Nicolas Kozza, quand on regarde un bilan data, c'est très simple, c'est le deuxième pire latéral gauche de Ligue 1 la saison dernière, avec Isiaga Silla qui joue à Montpellier. Bon, et nous on espère du coup faut construire avec lui. Alors il a fait des matchs pas trop mal parfois, mais plus en piston. Et je vais vous expliquer pourquoi assez facilement. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est plutôt bon défensivement sur des phases arrêtées, c'est-à-dire quand il est sur ses appuis et que l'attaquant adverse est arrêté, mais quand l'attaquant adverse arrive et qu'il est lancé, il se fait systématiquement passer. L'avantage du coup quand il était en piston, c'est qu'il pouvait être encore plus sur le côté et un peu plus haut, ce qui fait qu'il était beaucoup plus au contact des ailiers adverses et que donc il arrivait à les choper sur des phases arrêtées. Et là, il est plutôt bon défensivement. Sa formation de défenseur central a agi beaucoup. Il a joué en DC à Montpellier à l'époque quand il jouait aux côtés de Mamadou Sakho. Bref, c'est un joueur qui a de bonnes bases défensives, on peut pas lui accorder ça. Par contre, quand le jeu adverse s'accélère, il est en grosse panique comme la plupart des défenseurs nantais la saison dernière. Et puis je suis désolé, techniquement c'est assez catastrophique dans son utilisation du ballon. Le mec sait à peine faire un centre. Globalement quand il monte, c'est un tout droit, une ligne droite qui coupe direction la surface. Alors des fois c'est passé comme à l'image, on se rappelle de son bon match à Lens en novembre 2024. Mais alors, la plupart du temps, il nous sort des matchs mais vraiment pas bons, quoi. Si on tire une moyenne de sa saison, c'est vraiment pas bon. Et surtout, ce que je condamne par-dessus tout, parce qu'on lui laissera toujours le bénéfice du doute, peut-être qu'avec un nouveau coach, ce sera mieux, peut-être que dans un schéma particulier, ce sera mieux. Luis Castro a réussi à relancer un latéral comme Felipe Abner, qui était en échec à Molenbeek, en D2 belge, il a réussi à le relancer avec Dunkerque. Donc c'est un entraîneur qui est capable de faire des miracles. Peut-être que Kozza fera une bonne saison l'année dernière. Mais ça ne m'enlèvera pas l'idée de me dire que, ouais, c'est quel manque d'idées de la part du FC Nantes que d'aller chercher un troisième prêt sec pour un joueur comme ça. Il y a quand même mieux à faire, quoi. Tu peux tenter des choses. Troisième prêt sec, j'ai vu ça, je ne vois ça nulle part, quoi. Le gars, il aura fait quasiment 3 ans à Nantes sans signer de contrat, quoi, que avec des prêts. C'est quand même assez fou. Je ne me souviens pas avoir vu ça dans l'histoire du mercato. Troisième prêt sec, allez hop, on envoie. Et s'il faut, on va faire toute la durée de son contrat avec Wolfsburg, sauf qu'il va aller passer à Nantes. Donc c'est sympa, club ami, hein, de toute façon, c'est plutôt cool. Je pense que Nantes aurait espéré l'avoir de façon plus définitive, mais le joueur a un salaire important. Donc l'avantage du prêt sec, c'est que ça permet de découper la poire en deux, c'est-à-dire que Wolfsburg prend une partie de son salaire en charge, Nantes prend l'autre, et le joueur joue à Nantes. Tout le monde est content, sauf les supporters nantais, parce que s'ils nous refait la même saison que l'année dernière, bon, compliqué. Je lui laisse le bénéfice du doute malgré tout, avec l'entraîneur Luis Castro, dans lequel je nourris beaucoup d'espoir. Peut-être que ce profil-là, c'est ce dont Nantes a besoin, d'un profil un peu plus défensif, en tant que latéral gauche, dans le schéma de jeu de Luis Castro, pourquoi pas, affaire à suivre, on verra. Mais c'est sûr que bon, sur les premiers noms qui sortent, bon, j'ai pas sauté au plafond quand j'ai appris la nouvelle, évidemment. Bon, j'ose espérer que Nantes ira chercher un deuxième latéral gauche parce que c'est le seul joueur capable de jouer à ce poste-là actuellement dans l'effectif nantais, avec un Jean-Kévin Duverne qui n'est pas du tout dans les plans nantais et qui culmine à un salaire assez important et qui devrait, on l'espère, quitter le club dès cet été. Donc avec un peu de chance, Nantes irait chercher soit une doublure de Nicolas Kozza, soit un joueur pour le concurrencer, c'est ce que j'espère. Moi j'aurais espéré un prêt sec, pourquoi pas, mais d'un jeune joueur comme Ouattara à Monaco qui essaye de le prêter pour lui donner du temps de jeu en Ligue 1. Là Ouattara, t'as une vraie ambition, de toute façon t'as un projet de jeu avec pas mal de jeunes joueurs et t'as un garçon qui met beaucoup de tonicité, qui est capable de faire des différences sur son côté. Là où Nicolas Kozza, je suis désolé, il fait très peu de différence. Alors à voir le style de jeu, on sait que Luis Castro évolue avec 2 blocs 2-5. Du coup, ce qui fait que les latéraux montent très peu pour apporter offensivement, quoique Georgen l'année dernière a un peu plus apporté que Abner. Mais bon, on verra ce que ça va donner pour Nicolas Kozza. Mais voilà, je condamne vraiment le manque d'idées, le manque d'inspiration, quoi. Franchement, bon, ça aurait pu être mieux. Donc je pense que ça a été validé par Luis Castro, mais peut-être qu'on aurait dû lui proposer plus de profils, plus
plus de fantaisie, plus de magie, quoi. Le romantisme du football, bon, il est un peu mort, quoi. Quand tu fais 3 press secs pour un mec, bon, pour un mec qui est quand même très moyen. Bon, affaire à suivre en tout cas. J'ai aucune méchanceté, aucune animosité envers Nicolas Cozza, et je pense que c'est quelqu'un de bien, même pour le vestiaire. Hein. Je pense que c'est plutôt quelqu'un de professionnel, etc. On peut pas lui enlever, c'est assez indéniable, ça hargne et tout. Mais d'un point de vue de talent foot pur, c'est vrai que je lui vois assez peu de qualité technique. Je l'avoue. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des rumeurs, des arrivées. Donc Nantes, on est à trois recrues, Mirbach, Radakovic et Cozza. Donc Radakovic, je ne connais pas, on attendra de voir ce que ça va donner. Il a des bonnes stats défensives en Turquie, mais il prend beaucoup de cartons rouges et il peut se laisser dépasser face à la vitesse des attaquants adverses, qui est un peu le cas aussi de Nicolas Cozza. Donc on verra bien tout ce que cela va mener, enfin, tout ce que cela va donner avec la magie d'un entraîneur comme Luis Castro. On verra aussi l'avancée du recrutement nantais. Je dis ça, je dis rien, hein, mais si Nantes parvient à tirer 25 millions d'euros sur un joueur comme Mathis Ablin, je ne comprends pas pourquoi on n'en mettrait pas 3 sur Mathieu Hudol du FC Metz. Alors, ça fait peut-être 2 ans que je fais une propagande, mais Mathieu Hudol, un joueur comme ça, tu cherches voilà, des vrais joueurs d'expérience qui seront performants pour pouvoir aider ta jeunesse à grandir avec des joueurs comme ça d'expérience, au lieu d'aller chercher Nicolas Cozza, parce que je pense que malgré tout, derrière cette idée, il y a une volonté d'avoir un joueur dans le secteur défensif qui était déjà là l'année dernière, ce qui n'est plus le cas de Palois, de Seydou Sow, peut-être de Zézé et peut-être de Castelletto, qui vont peut-être tous partir. Du coup, je pense qu'il y a une vraie volonté d'avoir un témoin avec un peu d'expérience qui connaît le club. Mais dans ces cas-là, tu vas chercher Mathieu Hudol qui connaît la Ligue 1, qui connaît la Ligue 2, qui est capitaine. Tu peux lui donner le brassard au bout de 6 mois plutôt que de le donner à Anthony Lopez qui est gardien, et du coup c'est plus compliqué pour parler à l'arbitre. Un mec comme Mathieu Hudol, mais en 2 semaines, il nous met tous d'accord, franchement. Et ça coûterait 3 millions d'euros. Donc sinon on parvient à faire une grosse vente sur un Ablin, je comprendrais pas pourquoi. Voilà, tu veux sécuriser ton poste de latéral gauche, il y a une valeur sûre, tu mets 3 millions d'euros. Alors il a 29 ans certes, mais il a encore de bien belles années devant lui. C'est quelqu'un qui a connu 3 ruptures des ligaments croisés, qui est toujours revenu, et qui là depuis 3-4 ans est à un niveau qui est vraiment top niveau, quoi. Donc voilà, j'espère vraiment que Nantes pourrait avoir des bonnes idées comme ça, surtout que Hudol, ça me semble complètement Luis Castro compatible. Donc voilà, j'aurais clairement préféré ça, quitte même à voir partir des joueurs qui ont une grosse valeur marchande, que Nantes réinvestisse un peu pour construire une vraie base avec des joueurs plus expérimentés, sur lequel on aurait pu implémenter cette jeunesse-là, comme on a plein de joueurs de talent, Tabibou, Louis Leroux, Yacine Benatab, c'est des joueurs qui, je pense qu'ils peuvent vraiment, ça peut vraiment le faire en Ligue 1, mais il faut les aider avec des joueurs d'expérience. Alors qui dit renouvellement d'effectifs, dit aussi renouvellement de cadres, parce que les cadres à Nantes sont défaillants depuis plusieurs années, on le dit. Voilà, donc là on commence à en avoir qui sont peut-être pas mal. Un Coquelin, s'il est pas blessé, ça peut être intéressant. Anthony Lopez, on le sait, c'est plutôt bon depuis qu'il est arrivé, c'est une vraie belle affaire à mes yeux. Alors si tu rajoutes un Mathieu Hudol sur le côté gauche, oui, là ça devient vraiment alléchant. Donc voilà, voilà, j'aurais préféré que Nantes tente le coup Mathieu Hudol. Je pense que Nantes n'a pas encore l'argent, mais s'ils font une grosse vente, bon, je trouverais ça dommage de se retrouver avec Nicolas Cozza. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, Cozza devrait être la 3e recrue nantaise du mercato. J'espère que ce journal du mercato nantais vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis comme d'habitude dans l'espace commentaire. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.